Alors, les îles Aléoutiennes, c'est un mot qui n'est pas commun et c'est un endroit qui n'est pas commun. Il se trouve dans un endroit extrêmement éloigné de la France où nous sommes. Vous avez ici la plupart de la partie nord de la planète et vous voyez un grand sourire qui se dessine sur la gauche de votre écran. Et ce grand sourire représente la chaîne des Aléoutiennes. Cette chaîne fait plus de 1000 km de long d'un bout à l'autre. Elle comprend plusieurs dizaines d'îles et nous allons aller à peu près au milieu du sourire aujourd'hui à Okmok. Alors, les Aléoutiennes font partie de l'Alaska. Quand on dit Alaska, immédiatement, ce qu'on imagine, ce sont des choses comme ceci. On se dit, Alaska, les ours. Il y aura des ours dans les Aléoutiennes, on va être devant ce volcan à Okmok et on aura des ours. Eh bien non, on a de la chance, on n'aura pas d'ours dans les Aléoutiennes. Tout simplement parce que les ours n'ont pas réussi à traverser les différentes détroits qui séparent ces différentes îles. Il y a trop de distance, les courants sont trop forts et donc les ours restent sur la partie centrale de l'Alaska. Par contre, sur la photo, vous voyez un deuxième acteur. Vous voyez un saumon. Ah, le saumon d'Alaska. Ça, vous êtes certainement familier avec le saumon d'Alaska. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls, sans doute, à goûter le saumon d'Alaska. Il y en a plein dans les Aléoutiennes. Des fois, il y en a tellement qu'on se demande s'il y a plus de rivières ou plus de saumons. Ils sont fort appréciés, et notamment appréciés des lions de mer que nous voyons ici, les macareux aussi. Donc, la faune des Aléoutiennes est extrêmement diverse et extrêmement riche. Elle est très diverse puisqu'on a les plus gros habitants de la planète qui sont là. On voit ici un lion de mer en train de déguster du saumon et finalement, ici, la nageoire caudale d'une baleine à bosse. Dans les Aléoutiennes, il y a aussi des animaux auxquels on ne s'attend pas forcément, des renards. Les Aléoutiennes sont truffées de renards et ceci tout simplement parce qu'anciennement, ces îles appartenaient à la Russie. Nous sommes là dans les années 1800 et les Russes étaient friands de peau. Et donc, ils ont introduit toute une série de quantités de renards afin d'avoir des peaux et des fourrures. Alors, les renards sont tranquilles depuis plus d'un siècle, maintenant que les Aléoutiennes sont venues du côté des Américains. Et donc, les renards prolifèrent dans les Aléoutiennes, et notamment avec tous les rongeurs qui s'y trouvent. Finalement, on ne peut pas parler de l'Amérique et des Alaska sans mentionner les aigles, ici des pirargues, et nous voyons que les pirargues sont capables de lire correctement, puisque celle-ci s'est posée devant l'annonce qui dit « poisson frais » devant un supermarché. C'est quand même plus simple que d'aller pêcher. Alors, voici le volcan Okmok, qui est à peu près au centre de ces îles aléoutiennes. Il est sur l'île d'Umnak. Alors, Okmok, Umnak, tout ça, c'est des noms aléoutes, qui sont les Esquimaux qui vivaient sur ces îles. Alors, l'île que vous voyez ici, elle s'apparaît en deux, en fait. Vous avez Okmok qui compose et qui comprend la plupart de la partie nord-est de l'île. Grosso modo, la géométrie est celle d'un œuf au plat, à peu près 30 km de diamètre, avec en son centre un grand cratère qu'on appelle une caldeira. Nous allons voir ceci plus tard. Par contre, en tant que volcanologue, quand on voit une carte comme ceci, quand on voit un édifice de cette taille-là, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller voir ce qui s'y passe de plus près. Pour pouvoir voir ça, il faut commencer par une liste de commission. Notre liste de commission commence par le ciré jaune et les bottes, parce que là-bas, il pleut beaucoup. Et finalement, le type de science qu'on va faire là-bas, eh bien, ça ressemble à la science du 19e siècle, comme les explorateurs. On a besoin d'un carnet de terrain, d'une pelle, d'une pioche, pour aller faire des trous, pour aller regarder les cailloux. Donc, assez classique comme type d'élément. Par contre, on est quand même au 21e siècle, donc on va rajouter un certain nombre de choses à cette liste. Un peu plus gros. On a besoin d'hélicoptères et de bateaux. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Eh bien, je vais vous montrer comment aller de Chambéry à Okmok à partir de cette carte. Nous avons ici Chambéry tout à droite de la carte et Okmok tout à gauche. Alors pour aller jusque là-bas, il faut d'abord prendre un avion et faire à peu près 8000 km pour aller jusqu'à Seattle. Ça fait ça fait plus que 10 heures d'avion pour y aller. Et on a déjà fait 8000 km. Après, on prend un autre avion et on va en direction de Anchorage. On rajoute 2000 km à notre périple.
Anchorage, la plus grande ville d'Alaska. On se dit, ah ben on est en Alaska, on est relativement proche de Okmok. Eh bien non, il nous manque encore plus de 1000 km à faire. On reprend un autre avion, beaucoup plus petit que celui-ci, pour arriver dans l'île d'Unalaska. Alors je sais, c'est rigolo, Alaska, l'île de Unalaska. Mais l'île de l'Alaska, si vous vous souvenez pas, ce n'est pas le bon nom. Parce que nous, on a besoin d'aller sur l'île de Omnak pour aller à Okmok. Et du coup, on se retrouve sur l'île de l'Alaska, sur la petite étoile qui se trouve en nord-est de votre carte, et on a besoin d'aller sur l'île d'à côté. Sur Unalaska, il y a une piste d'atterrissage, une route qui fait 4 km, qui arrive à une petite ville qui fait peut-être 200 habitants, et c'est tout. Donc à partir de là, on a besoin de tout notre matériel, notamment des bateaux et des hélicoptères, pour pouvoir se redéplacer jusqu'à Okmok. On a fait plusieurs saisons de terrain là-bas, on était entre 6 et 8 scientifiques pour une durée d'à peu près d'un mois. Vous voyez ici la quantité de matériel qui se déplace d'une île à l'autre pour pouvoir soutenir notre travail. Alors comme il n'y a pas de port sur Okmok, eh bien on prend le bateau et on le décharge avec l'hélicoptère. C'est plus pratique. Alors une fois qu'on se trouve là, on a fait tout ce périple de plusieurs milliers de kilomètres. Il en a fallu au minimum 3 jours pour arriver jusque là-bas. On est bien fatigué, bien qu'on soit en été et qu'il n'y ait quasiment pas de nuit. On rentre dans la tente et on prend un repos bien mérité. Le lendemain matin, on se réveille et on prend notre première vision d'Okmok. Voilà la première vision, c'est très habituel. Le brouillard et la pluie, on sort le ciré jaune qu'on a préparé. Tout va bien. Alors on peut se préparer à notre deuxième vision. La deuxième vision, elle est aussi assez étonnante. Un ranch. Un ranch, c'est des cow-boys. En fait, sur Okmok, il n'y a rien sauf un ranch. Et ce ranch est habité à l'année par un cow-boy, sauf 2 semaines par année. Et 2 semaines par année, il y a 8 autres cow-boys qui viennent du Texas, qui arrivent sur Okmok, qui essayent de rattraper toutes les vaches qui se sont disséminées, qui sont retournées à l'état semi-sauvage sur l'île pour produire du bœuf bio qui est très apprécié sur le continent américain. Voilà notre deuxième vision. La troisième vision, eh bien, elle est tout à fait étonnante. On ne s'y attend pas du tout dans un endroit comme ceci. On se retrouve avec des carcasses. Des carcasses, et vous voyez que la voiture, elle n'est pas d'hier. Le hangar qui se trouve derrière n'est pas d'hier non plus. C'est un ancien hangar à avions. Et là, on se retrouve face à l'histoire d'Okmok. L'histoire d'Okmok, elle a un tournant à la Deuxième Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, cette île qui est située au milieu des Aléoutiennes était une place stratégique très importante pour l'armée américaine. Ils ont déplacé plus de 2000 personnes, créé ce qu'ils ont appelé Fort Glenn, et une base militaire secrète qui a dû perdurer pendant 2 ans dans les années 39-45. Alors rassurez-vous, il n'y a pas eu de bataille qui a été livrée dans les Aléoutiennes, puisque les 2000 soldats de Fort Glenn sont partis pour chasser les Japonais sur les îles qui sont tout à l'ouest de les Aléoutiennes, et ils sont arrivés un jour trop tard. Les Japonais avaient déjà évacué l'île. Donc, pas de guerre sur cette île. Par contre, ils se sont rendus compte après quelques mois qu'ils avaient installé leur base militaire secrète sur un volcan actif. Il était donc de bonne loi d'aller chercher un volcanologue qui s'appelait Byers et qui a fait notre première carte géologique de l'île pour savoir quel type de volcan il y avait à côté de cette base militaire. Ce géologue a produit une carte géologique, et vous voyez ici la carte géologique de la caldeira d'Okmok. Alors une carte géologique, c'est relativement facile à lire, vous voyez des couleurs dessus, il y a des plages vertes qui sont au milieu de la carte. Chacune de ces plages représente une coulée de lave, et donc une unité géologique. Et à partir de cette carte, on peut faire des interprétations sur l'histoire du volcan. Fort bien. La caldeira vue du sol est quelque chose d'assez impressionnant, parce qu'il s'agit d'un grand cratère qui fait presque 10 km de diamètre. On peut se trouver au front nord ou au front sud, comme vous l'avez les images en haut et en bas, et on a de la peine à l'embrasser d'un seul regard. Alors, ça fait 3 ou 4 fois que je prononce le mot de caldeira. Qu'est-ce qu'une caldeira? Eh bien, c'est les plus grosses structures que les volcans produisent. Les plus gros volcans du monde commencent par une éruption tout à fait standard, comme vous avez en haut. Il s'agit d'un édifice volcanique avec une éruption qui commence. Le magma sort très rapidement. On arrive à plusieurs kilomètres cubes de magma évacué. Quand il y a plusieurs kilomètres cubes de magma évacué, la chambre magmatique qui se trouve dessous
a de moins en moins de magma à l'intérieur. La nature a horreur du vide. Ce qu'il se passe, c'est que le plancher de la caldeira commence à se créer. L'entièreté du volcan s'effondre sur lui-même et crée une grande dépression circulaire. Cette grande dépression circulaire s'appelle une caldeira, et donc ça ne correspond pas exactement à un cratère. Un cratère, simplement le matériel a été enlevé. Ici, on a vraiment une subsidence de l'entièreté de l'édifice volcanique. À Okmok, eh bien, c'est un piston parfait. Vous voyez, pratiquement un cylindre. L'entièreté de la plancher de la caldeira, durant l'éruption qu'il a créée, est descendue de 1000 mètres. Vous imaginez la taille de la quantité de roches qui est sortie? Près de 30 km3 de roches sont sorties durant cette seule éruption. C'est pour cette raison qu'elle nous fascine, cette éruption. On a envie de comprendre comment est-ce qu'elle a été faite. Maintenant, avant de s'intéresser à cette éruption, on va quand même regarder ce qui se trouve dans la caldeira. Dans la caldeira, depuis cette vue aérienne, on voit des monticules. Alors les monticules, ils représentent des petits volcans qui ont été formés après la création de la caldeira. Maintenant, bien que j'utilise le terme petit volcan, il s'agit quand même d'édifices qui font peut-être 800 ou 1000 mètres de haut. Donc il s'agit quand même de cônes volcaniques qui ont une certaine importance. Alors maintenant, notre volcanologue de la Deuxième Guerre mondiale, Byers, a décidé de les nommer, ces volcans. Il est allé autour de la caldeira et il a utilisé son imagination fertile pour nous donner des noms. Il les appelait A, B, C, D, E, F. Alors ils sont actifs. Ils sont fort actifs puisque ici, vous voyez apparaître des chiffres qui représentent les dates des dernières éruptions. Vous voyez que le cône A le plus actif, une éruption tous les 10 ans environ. Et la dernière éruption d'Okmok, eh bien, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en 2008. Vous voyez une photo du cône D qui a fait une jolie éruption. Et on parlera de cette éruption tout à la fin de cette présentation. Pour l'instant, on va revenir à notre obsession, qui est la formation de la caldeira. Alors, pour étudier la formation de quelque chose qui a été créé il y a très très longtemps, notre seule façon en tant que volcanologue, c'est de prendre notre pelle et notre pioche et de s'intéresser aux dépôts. Vous voyez que tout le tour de la caldeira, il y a une couleur brune qui a été mise. Et cette couleur représente les dépôts de la caldeira. On va donc sur les flancs du volcan et on va observer quel type de dépôt il y a. Vous voyez ces deux images, et ces deux images représentent d'une part à peu près une épaisseur de 30 mètres de cendres volcaniques qui sont mélangées avec des fragments de lave et avec des scories de toute taille, sans structure particulière, 30 mètres d'épais. Et tout à la base, on se retrouve avec une petite séquence que nous voyons sur la droite de l'image. Cette séquence est laminée. Il y a des roches qui sont claires et des roches qui sont sombres. Les roches sombres, on appelle ça des séries de scories, et les roches claires, on appelle ça des séries de ponces. Ponce, scories. En tant que volcanologue, on voit ces deux types de dépôts. Immédiatement, deux images nous arrivent à l'esprit. D'une part, le gros dépôt de 30 mètres d'épaisseur, il s'agit d'une colonne éruptive qui s'effondre sur elle-même, qui crée des grosses avalanches qu'on appelle des courants pyroclastiques. Et d'autre part, le début de l'éruption, donc la partie fine et laminée à la base, eh bien, nous, on imagine une colonne éruptive. Quelque chose qui monte très haut dans l'atmosphère, peut-être 10 ou 15 km, et qui se sédimente comme une ombrelle et qui forme des couches qui s'accumulent exactement comme de la neige. Et donc, à partir de ça, on a tout compris. On va pouvoir vous expliquer le récit de l'éruption. Il y a 2000 ans, par une belle journée d'été, une colonne de cendres s'éleva soudain dans les airs. Effrayés, les habitants du village Jashishik se précipitèrent sur la plage. Je vous raconte tout ceci, et mon but, ça va être de vous démontrer que chacun des mots de cette phrase est correct. Mon but, ça va être de vous montrer qu'à partir des dépôts volcaniques, on a pu déterminer qu'il y a 2000 ans, l'éruption a commencé par une belle journée ensoleillée d'été. Alors allons-y. Regardons de près ces dépôts. Le tout début de l'éruption. Ce que vous avez ici, c'est à la base une couche de sol. C'est ce qui est brun et qui ressort presque noir sur votre photo. Juste en dessus, il y a une couche très fine de cendres très fines qui apparaissent presque blanches. Et ces cendres deviennent de plus en plus grossières. On voit la granulométrie qui augmente, jusqu'à arriver au centre de l'image avec un dépôt qui est fait de petits lapillis, de ponces, qui font peut-être 1 cm à peu près.
Donc voilà le début de l'éruption. On va s'agenouiller, on va aller tout proche et on va regarder le détail de ce qu'on peut voir. Et ce qu'on peut voir au niveau du sol, à l'interface avec la première couche, il s'agit de brins d'herbe. Il s'agit de brins d'herbe, de brindilles de graminées, qui ont été en position de vie et sur lesquels, autour desquels s'est déposée la cendre volcanique. Alors maintenant, on a des débris d'herbe qui sont en position de vie avec de la cendre autour. Ça signifie une chose dans les Aléoutiennes qui est claire, c'est qu'il n'y avait pas de neige à cette époque-là. Et alors dans les Aléoutiennes, il n'y a pas de neige seulement 2 mois par année. On était donc en été quand l'éruption a commencé. S'il y avait de la neige, les herbes auraient été couchées. Alors quand ces herbes se sont fait doucher et submergées par ces cendres, eh bien les cendres c'était froide. Donc les herbes n'ont pas eu particulièrement de mal. Par contre, les dépôts qui sont en dessus, qui sont en noir, qu'on ira visiter tout à l'heure, eux ils sont tombés chauds, pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Et ces dépôts chauds, ils ont cuit l'ensemble de ces dépôts. Et donc ce qui fait que les brindilles d'herbe que l'on voit, elles sont en fait carbonisées par les dépôts subséquents. Alors, qui dit dépôt et brindilles d'herbe et graminées carbonisées, dit carbone. Qui dit carbone est carbone 14, qui dit carbone 14 dit datation. À partir de ça, on peut dater l'éruption et on sait qu'elle a eu lieu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc l'éruption a eu lieu il y a 2000 ans par une certaine journée d'été. Alors, à partir de là, il nous fallait de la chance pour continuer. Et on l'a eu cette chance. Voici mes 2 collègues qui travaillent sur un dépôt qui est proche d'une plage. Et à l'intérieur de ce dépôt, ils ont une chance incroyable. Ils ont découvert un petit grattoir d'obsidienne. Alors le petit grattoir d'obsidienne, vous l'avez symbolisé sur votre droite. Il s'agit d'un petit morceau de roche que les Aléoutes taillaient afin de façonner les pots. Et ce grattoir d'obsidienne, on l'a trouvé exactement à l'endroit de l'étoile, c'est-à-dire exactement au milieu du dépôt, du premier dépôt. La gravité nous dit que les choses ne remontent pas toutes seules. La seule façon d'avoir un grattoir d'obsidienne qui se trouve à cet endroit, c'est d'avoir un être humain qui l'a lâché pendant qu'il se faisait doucher durant l'éruption. Il y a eu donc quelqu'un qui a lâché un grattoir d'obsidienne sur la plage pendant que l'éruption avait lieu. Nous avons donc des gens qui étaient là, à cet endroit. Alors, quel est cet endroit? Prenons des informations, sortons un peu de la volcanologie et allons voir les collègues archéologues. Alors, on se retrouve ici, sur la pointe d'Achichik. Cette pointe est à l'extrême nord de l'île. Et on se trouverait, le grattoir d'obsidienne se trouve sur la plage qui se trouve juste en dessous de la pointe d'Achichik. La pointe d'Achichik contient un village, des restes d'un village qui a été occupé, nous disent les archéologues, pendant plusieurs milliers d'années de manière continue. Et de nos jours, on voit encore des trous qui représentent les empreintes des maisons. Alors, je ne peux pas vous montrer des images d'il y a 2000 ans. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est des images du début du siècle passé pour s'imaginer ce que représentait un village aléoute. Nous voyons ici des cahutes qui sont faites de peaux de bêtes tendues, souvent des structures en bois, mais aussi souvent des structures qui sont faites, comme dans les livres d'images d'enfants, avec des os de baleine. D'ailleurs, sur la pointe d'Achichik, j'ai pu voir des endroits où il y avait des trous circulaires qui représentent les embases de ces os de baleine qui forment la structure de ces huttes. Alors, à partir de ceci, on peut sortir notre pelle d'eau de pioche et non pas aller voir le dépôt dans un seul endroit, mais on peut créer une séquence stratigraphique. On va aller faire des tas de trous un peu partout. Vous voyez ici la carte qui est couverte de petits trous et de petites séquences stratigraphiques. Et à partir d'un travail de fourmi, qui est d'aller rassembler toutes ces données, ce qu'on peut fabriquer, c'est une séquence stratigraphique de l'éruption. Et à partir de ça, on peut déterminer l'historique de cette éruption. Vous la voyez ici de manière synthétique, avec les termes techniques qui vont avec. Et la façon dont on a commencé à regarder l'éruption, on s'est intéressé à la première séquence, A1. Et donc, on va aller voir les autres séquences à la suite les unes des autres pour voir comment est-ce que l'éruption a réussi à se former. Alors, à partir de ça, on peut s'intéresser à fabriquer une carte de la façon dont les dépôts se sont mis. Ce que vous voyez ici, c'est la séquence A1 qu'on a vue tout à l'heure, qui était en couleur claire sur les roches. Les roches étaient des ponces. Et vous voyez sur la carte des espèces de parenthèses. Il y a une parenthèse avec un 50 dedans.
à l'intérieur du 50 de la parenthèse, le dépôt fait plus que 50 cm d'épaisseur. Il s'agit d'une carte de dépôt. Et vous voyez que la carte du dépôt, elle est bien particulière. C'est très épais au nord, et puis il n'y a pratiquement pas de dépôt au sud. À partir de ça, on peut déterminer deux choses. D'une part, la violence et la force de la colonne éruptive, elle est montée à 15 km d'à peu près d'altitude. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le vent venait du sud-est pour être plus précis. Alors pour passer plusieurs semaines à la pointe d'Achichik, je vous assure que quand le vent vient du sud, il fait beau. Il fait beau parce qu'on se retrouve de l'autre côté de la caldeira. Et donc il pleut sur la partie sud de l'île, et sur la partie de nord, eh bien, on se trouve dans l'ombre du volcan, et donc il n'y a pas de nuages. À ce moment-là, on sait que quand cette éruption était en cours de route, et quand elle a commencé, eh bien, il faisait beau à la pointe d'Achichik. À partir de ça, je sais que j'étais en été, donc je sais que nous étions bien dans une belle journée ensoleillée d'il y a 2000 ans. Après avoir lâché son petit grattoir d'obsidienne, l'Aléoute, certainement, se retrouvait avec ses compagnons sur la plage et a essayé de s'enfuir. C'est la chose normale que n'importe quel être humain ferait, vu la taille de la colonne éruptive. Eh bien, on peut se demander ce qu'il a réussi à faire après, ce que ce village a réussi à faire. Alors, on sait que le kayak est déjà inventé il y a 2000 ans, puisque le kayak a plus de 3000 ans. Donc, il y a de fortes chances qu'ils soient rentrés dans leur kayak et qu'ils aient commencé à pégayer pour s'éloigner de cet endroit. Et je suppose qu'il y a de fortes chances qu'ils aient pégayé comme la flèche l'indique, c'est-à-dire vers l'ouest de l'île. Et la raison pour laquelle ils n'ont certainement pas été à l'est, parce qu'à l'est, vous avez un détroit entre les deux îles. Et ce détroit est un des détroits les plus dangereux des Aléoutiennes. Il y a des courants terribles parce que vous avez l'océan Atlantique au sud, l'océan Arctique au nord, et il y a des énormes échanges de masses d'eau. Et donc, il est quasiment suicidaire d'essayer de traverser ce détroit en kayak. Et donc, il y a de fortes chances que ces aléoutes soient partis dans la partie ouest de l'île. Ils ont eu beaucoup de chance de faire ceci. La raison pour laquelle ils ont eu beaucoup de chance, c'est parce que, bien sûr, cette éruption n'est pas terminée. Nous avons la suite de la séquence stratigraphique qui nous indique que l'éruption s'est arrêtée pendant un certain temps et a repris. Et voici la carte des dépôts suivants. Vous voyez que la carte des dépôts suivants ne ressemble pas du tout au premier dépôt. Le sens du vent a changé. Donc il y a eu suffisamment de temps pour que le vent tourne. Par contre, il n'y a pas eu assez de temps pour qu'il y ait de la neige entre les deux. Donc j'imagine que peut-être quelques jours après, peut-être quelques semaines après, mais certainement pas quelques mois plus tard, l'éruption a repris. L'éruption a repris par un petit crachat, quelques kilomètres de distance, mais après ce petit crachat, nous avons les 30 mètres d'épaisseur de dépôt qui arrivent derrière, la coulée pyroclastique principale. Alors là, c'est une autre histoire. L'entièreté de l'île se fait toucher, et vous avez ici une carte de l'entièreté de l'île avec la partie noire désigne des dépôts qui ont plus que 10 mètres d'épaisseur. Il est clair que la pointe d'Achichik fait partie de ces dépôts et que l'entièreté du village a été entièrement dévastée. Alors, on peut se poser la question de savoir si les aléoutes ont réussi ou pas à échapper à l'éruption. Alors, on sait qu'ils sont partis vers l'ouest. Eh bien, si vous regardez bien vers l'ouest, s'ils ont réussi à dépasser le cap qui est sur l'extrême gauche de votre image, eh bien, ils ont réussi à échapper à l'entièreté de l'éruption, puisque les dépôts n'ont pas été touchés la partie sud-ouest de l'île. Alors, je ne peux pas le prouver. Par contre, j'aime à croire qu'ils ont réussi à échapper à cette éruption. À partir de ça, on peut continuer et finir notre histoire et continuer notre histoire. Donc, il y a 2000 ans, par une belle journée d'été, une colonne de cendres s'éleva soudain dans les airs, effrayés. Les habitants d'Achichik se précipitèrent sur la plage, sautèrent dans leur kayak et longèrent la côte pour se réfugier derrière les montagnes à l'ouest de l'île. Bien leur en a pris, car quelques jours plus tard, l'éruption reprit et dévasta leur village. Voilà ma petite histoire qui continue. À partir de maintenant, on va s'intéresser au courant pyroclastique et à la formation de la caldeira, cet énorme cratère de plus de 10 km de diamètre. Alors vous voyez que les dépôts sont extrêmement importants sur Okmok, du côté d'Okmok, mais qu'ils couvrent aussi l'île d'à côté, l'île de l'Alaska.
Vous voyez qu'il y a plus d'1 mètre de dépôt sur l'île de l'Alaska. Alors nous avons affaire à des courants pyroclastiques, et ça demande 2-3 mots d'explication. Le concept de courant pyroclastique, ça a été un des débats les plus intenses de la volcanologie des années 80 aux années 2005 à peu près. Parce que les volcanologues voyaient sur le terrain et voyaient dans la nature toute une série de types de courants pyroclastiques qu'ils avaient nommés de manière différente. Vous avez ici quelques noms sur le tableau. Vous avez nuit ardente, vous avez surge, vous avez déferlante, coulée pyroclastique. Certains de ces noms vous sont peut-être familiers. Et c'est seulement dans les années 2005-2010 qu'on a réussi à unifier tous ces différents courants pyroclastiques et les nommer simplement sous un seul chapeau. Ce chapeau s'appelle courant pyroclastique de densité et ça regroupe l'ensemble de ces choses-là. Alors, je vais utiliser le terme de courant pyroclastique parce que courant pyroclastique de densité, je finirai de toute façon par trébucher à un moment donné d'un autre. Donc, je vais me simplifier la vie. Et je vais vous montrer pourquoi c'était si difficile d'arriver à un consensus et de comprendre comment ces objets géologiques se composaient. Vous avez ici un courant pyroclastique de densité qui s'acharne après une voiture à Pinatubo. Pinatubo, c'était en 91. Grande coulée pyroclastique. Nous allons voir à l'intérieur de cette coulée et de voir si on arrive à déterminer comment les choses se passent à l'intérieur. À l'intérieur, nous avons des débris de lave, des gaz turbulents. Donc nous avons des débris de lave et des gaz turbulents, des débris de lave qui ont toutes sortes de tailles, depuis des microns jusqu'à des mètres. Et cette interaction entre les courants de turbulence et les particules donne des interactions qui sont extrêmement complexes. Et en particulier, la coulée pyroclastique a tendance à se faire ségrégation. On se retrouve avec à la base une partie extrêmement dense où les ponces sont les unes contre les autres, se frappent l'une par rapport à l'autre, alors que la partie supérieure est extrêmement diluée. Beaucoup de turbulences, relativement peu de particules. Vous avez ceci qui est symbolisé sur votre gauche avec un graphe qui montre la densité en fonction de l'altitude à l'intérieur d'une coulée pyroclastique. Et vous voyez que la coulée est extrêmement dense dans la partie inférieure. J'ai indiqué une limite au milieu qui se trouve de manière horizontale. Cette limite indique que la coulée pyroclastique est capable d'avoir 2 vies propres. D'une part, la partie dense va suivre les reliefs et suivre les fonds de vallée, alors que la partie diluée, elle ne va pas s'occuper du relief, elle va simplement continuer tout droit. Une courant pyroclastique de densité est donc capable de se séparer en 2 morceaux. Et à Okmok, cette capacité de séparation a pris un tour tout à fait particulier, puisqu'on est sur une île. Alors on va essayer de revoir cette éruption et la façon dont la caldeira s'est formée. Ici, les aléoutes sont partis et le volcan se met à danser. La coulée pyroclastique s'étale extrêmement rapidement de tous les côtés de l'île et à ce moment-là, elle va atteindre le bord de l'île et la mer. À ce moment-là, j'aimerais faire un zoom sur cette partie ici. Au moment où la coulée pyroclastique arrive au bord de la mer, elle atteint aussi une petite montagne qui fait peut-être 600 mètres de haut. Et sur cette montagne de 600 mètres de haut, j'ai représenté 2 petits blocs. Ces 2 petits blocs représentent à peu près un building de la taille dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Juste pour vous rappeler la taille de ces choses-là. Nous avons un mur de roches en fusion qui arrive et qui fait plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers de mètres de haut. Nous avons un courant pyroclastique qui arrive et qui touche la mer. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la partie dense va vivre sa propre vie et la partie diluée va vivre son autre vie. La partie dense va s'abîmer dans la mer alors que la partie diluée, elle, va continuer. Et on le sait puisque on a pu découvrir que de l'autre côté du détroit de 8 km, il y avait 1 mètre de dépôt. Un courant pyroclastique a été capable de faire une traversée des eaux de 8 km. Je vous rappelle qu'il s'agit de roches. Donc des roches ont pu traverser sans problème 8 km de détroit. Et ça, c'est des choses que les hommes ont déjà eu la chance de voir et de survivre, puisqu'on a des informations qui nous viennent d'assez loin, de Krakatoa, 1883,
des rapports de capitaines et de commandants de bateaux. Le Krakatoa est un volcan qui se trouvait sur une île, qui a fait exactement la même chose que Okmok. Il a fabriqué une caldeira, une explosion qui a permis à une caldeira d'être formée. Il y a eu des courants pyroclastiques qui ont traversé plus de 10 km, voire même 20 km d'eau, d'océan en l'occurrence. Et ces courants pyroclastiques, les gens les ont décrits comme étant des murs de poussière qui arrivent avec l'impression que des guêpes arrivent et nous piquent. Et ça, c'est simplement parce que les particules chaudes qui sont à l'intérieur de la coulée pyroclastique viennent, touchent les gens et puis les brûlent. Et les particules sont tellement chaudes qu'elles ont mis le feu à la plupart des mâtures de ces bateaux. Par contre, la dilution est telle que les gens n'ont pas été affectés au-delà par ces coulées, donc ils ont pu survivre. Donc on a des bateaux en feu, mais qui ont réussi par la suite à éteindre. Et donc à Okmok, la même chose s'est passée. Nous avons une coulée pyroclastique qui a traversé sur l'eau. Alors de nos jours, on fait les choses avec des ordinateurs très souvent, et notamment on est capable de simuler des coulées pyroclastiques par ordinateur. Et ça se représente à peu près le même type de travail que ce que vous avez tous les soirs quand vous regardez la météo. Des équations de dynamique des fluides qui sont résolues et qui permettent de savoir à quelle vitesse et comment ces courants turbulents se passent. Alors ici, vous avez des simulations qui ont été faites par un collègue qui vont de gauche à droite, où vous avez un courant pyroclastique qui est généré à partir d'une colonne éruptive sur la gauche et qui se déplace à des temps successifs vers la droite. Alors je lui ai demandé de faire des simulations qui correspondent à notre cas. Allons sur l'eau et allons sur la terre. Et voyons comment une coulée pyroclastique se déplace sur eau et sur mer. Alors ce que vous voyez ici, c'est après un certain temps, on gèle le courant et on fait une coupe à travers. Alors on fait une coupe à travers, la source est vers la gauche et puis le courant se propage vers la droite. Les couleurs bleues, plus la couleur bleue est profonde, moins il y a de particules. Plus la couleur bleue est claire, plus il y a de particules. Il s'agit de la densité de particules, ce que vous voyez. C'est une tranche à travers la densité de particules. Le graphe d'en haut, c'est le déplacement sur mer, et le graphe d'en bas, le déplacement sur la Terre. Vous pouvez voir que la distance à un temps donné est quasiment la même. Le courant pyroclastique ne s'occupe pas vraiment de savoir s'il est sur Terre ou sur mer. Il va à la même vitesse. Il n'y a pas de souci. La seule différence entre ces deux images, elle est extrêmement subtile, mais elle est extrêmement importante. En bas de l'image du bas, vous avez une petite couche fine que vous pouvez voir. Eh bien, cette petite couche fine correspond à la partie dense, qui est extrêmement basse, mais par contre extrêmement concentrée. Eh bien, cette petite couche fine existe sur la Terre, mais n'existe pas sur mer. À partir de ça, on peut déterminer ce qui s'est passé à Okmok. Okmok se trouve sur la gauche de l'écran, sur l'île d'Umnak. Il a fabriqué son courant pyroclastique qui s'est séparé en un courant dilué et un courant dense. Le courant dense arrive dans la mer, s'abîme dans la mer. Ça pousse l'eau. Ce phénomène pousse l'eau, crée un tsunami. Le tsunami passe d'une île à l'autre et va aller inonder les côtes de l'île de l'Alaska. À ce moment-là, et simultanément, la partie diluée traverse l'eau sans s'occuper de savoir de ce que la partie dense fait. Alors ceci est une belle image. Est-ce qu'on peut le voir dans les dépôts? Eh bien oui, c'est possible de le voir, puisque ici vous avez 3 colonnes stratigraphiques qui nous montrent les derniers instants de la coulée pyroclastique. Vous avez sur votre gauche les dépôts sur l'île d'Umnak, où se trouve Okmok, 30 mètres d'épaisseur de scories de lave, et vous avez au milieu une colonne stratigraphique qui a été prise à peu près à 10 mètres en dessus du niveau des eaux, 10 mètres d'altitude sur l'île de l'Alaska, sur l'autre île. Et à ce moment-là, ce que vous voyez, c'est un petit dépôt de scories. Ce petit dépôt de scories représente la partie diluée qui va très vite et qui est arrivée sur l'île d'à côté, très rapidement. Et vous avez toute une série de sables et de scories, du sable de plage avec des coquillages. Le problème du sable de plage avec des coquillages, sur une plage, ce n'est pas un problème. Mais du sable de plage à plus de 10 mètres d'altitude à un endroit où les tempêtes n'arrivent jamais, ça c'est un problème, il faut pouvoir l'expliquer. Et la façon de l'expliquer, c'est grâce à la vague du tsunami qui a réussi à pousser ce sable de plage
jusqu'à 10 ou 12 mètres d'altitude. Voilà, avec ceci, nous avons presque terminé. Il nous reste un petit mystère à résoudre, et ce mystère se trouve sur l'île de l'Alaska, le dépôt qui s'appelle le dépôt numéro 2. Et le dépôt numéro 2 commence avec une série de scories qui correspondent à la partie diluée. Jusque-là, pas de souci. Une scorie, c'est léger, ça flotte sur l'eau. On peut imaginer comment elle a traversé 8 km de détroit. Par contre, à partir d'un certain moment, nous voyons des laves réapparaître. Alors, la lave, c'est plus difficile à comprendre parce que c'est lourd, c'est dense, ça touche l'eau et ça coule. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire traverser de la lave sur l'eau? Il n'est pas possible d'imaginer des ricochets sur plus de 8 km. Il a fallu donc un autre mécanisme. Et ce mécanisme-là, on en a eu la preuve en 2006. En 2006, sur l'île de Tonga, qui se trouve à l'est, du côté entre l'Indonésie et au large de l'Indonésie, une éruption a eu lieu, et c'est une éruption qui a commencé de manière sous-marine et qui finalement a construit une petite île. Et cette île il y a eu des témoins, et les témoins étaient en bateau. Et voilà quelles deux photos que vous aviez des gens qui se trouvaient sur ce bateau. Au fur et à mesure que l'éruption avait lieu, nous avons des accumulations de ponces qui ont formé de véritables radeaux. Vous voyez un espèce de grand radeau de ponce. Est-ce que vous voyez en bas à gauche? Il s'agit du sillage du bateau à travers ce radeau de ponce. Donc nous avons un radeau de ponce de quelques centimètres d'épaisseur qui n'est pas suffisant pour stopper un yacht, mais qui par contre est probablement suffisant pour faire rebondir des particules de lave. À partir de ça, nous avons la finalité de notre explication, puisqu'il y a eu probablement des rafts ou des radeaux de scories qui ont été accumulés sur ce détroit et qui ont permis aux morceaux de lave de pouvoir passer d'une île à l'autre. Ce qui nous permet de terminer notre histoire. La première partie en noir, vous la connaissez. La deuxième partie, après avoir vaporisé le lac Atracaldera, un courant pyroclastique associé à l'effondrement de la caldeira déversa 30 km3 de magma qui recouvrait les fonds d'Okmok à plus de 200 km/h. L'arrivée du courant dans l'océan généra un tsunami qui vient frapper les côtes de l'île voisine à plus de 90 km/h. L'accumulation de scories sur l'eau permit au courant de transporter lave et scories à 50 km de la source, dévastant tout sur son passage. Et ceci termine notre histoire de la création de la caldeira d'Okmok. Et maintenant, me direz-vous, eh bien maintenant, je fais partie d'une équipe de volcanologie qui travaille à Chambéry, ici, plus précisément au Bourget-du-Lac. Et dans cette équipe, nous avons une étudiante qui s'appelle Marie-Grace Bateau, qui a commencé une thèse qui s'intéresse à Okmok. Elle s'intéresse à ce qui se passe actuellement à Okmok, notamment l'éruption de 2008. Alors ce que vous voyez sur l'écran, d'une part, c'est l'éruption de 2008, et d'autre part, c'est une image de la caldeira d'Okmok, que vous connaissez par cœur maintenant. Et sur cette image, il y a des arcs-en-ciel qu'on peut voir. Il s'agit d'images satellites qui ont été prises à une année d'intervalle. Et en faisant un traitement sur ces images satellites, ce qu'on peut voir, c'est le gonflement du volcan. Je vais vous expliquer comment lire cette image. Il suffit d'aller depuis l'extérieur de la caldeira vers l'intérieur de la caldeira. À chaque fois que vous rencontrez un arc-en-ciel, ça veut dire que le volcan s'est gonflé de quelques centimètres. Et donc, cette figure concentrique d'arc-en-ciel représente un bombement du centre du volcan juste avant l'éruption. Alors c'est très intéressant ce type de mesure parce que si on arrive à acquérir des images de plus en plus rapidement, non pas une fois par année comme en 2006, mais de nos jours on arrive à les acquérir une fois par semaine, voire même une fois par jour, eh bien on peut imaginer de travailler sur ces images, de voir le gonflement des volcans en temps réel et de pouvoir prédire une éruption volcanique. Et donc Marie-Grace travaille à fabriquer davantage d'outils de prédiction des éruptions volcaniques. Et voilà, il ne me reste plus qu'à montrer cette image ici et savoir que chacun d'entre vous est capable maintenant de répondre à la question qui est marquée en haut de l'écran. Chacun d'entre vous regarde cette image, se dit que le volcan le plus dangereux n'est pas les édifices menaçants que l'on voit sur l'arrière-plan de l'image, mais le volcan le plus dangereux est bien entendu celui qui se trouve sous les nuages. Il s'agit ici de la caldeira de Fischer, qui se trouve également dans les îles Aléoutiennes et qui a également une histoire éruptive extrêmement intéressante, mais ce sera pour une autre fois. Merci bien.